Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous. On est prêt à démarrer. On est très content de vous avoir pour cette deuxième journée du FMIA. Après une première journée super riche, on a eu un excellent feedback, on est très très content. Et on va construire sur, voilà, on va être sur notre lancée, dans la continuité, on va construire tout ça. Une journée qui va se terminer à 18h30 à peu près. Nous allons avoir des résultats des hackathons, des keynotes, des panels, des discussions, des fireside chats. On va voir tous les formats aujourd'hui. Et on démarre tout de suite avec une keynote qui se transforme en un magnifique échange. Et c'est avec un grand plaisir que je vais échanger dans quelques instants sous vos applaudissements avec M. Mehdi Haouas, fondateur de Talent. Largement remercié, cité hier par le ministre de la Santé, Dr Moussa Fojeni, pour tout ce que Talent est en train de faire en Tunisie. Voici votre micro qui arrive, M. Mehdi Haouas. Merci, bienvenue en Tunisie. Bonjour à tous, FMIA. Alors, on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu dans quelques instants de ce que vous faites avec le ministère de la Santé. J'ai préparé une série de questions. On a à peu près 20 minutes. Et mathématiquement, il faut que ça aille très très vite. Moi, j'aurai des questions à poser à chaque fois en quelques secondes, donc je compte aussi sur vous pour que la réponse soit incisive et straight to the point, et bien évidemment aussi bref. Très bien. Je ne connais pas les questions, je n'ai pas préparé. C'est vrai en plus, il ne connaît pas les questions, il insiste, il ne voulait pas préparer. Donc on va voir, attachez vos ceintures. Alors, on commence par IA, hype, menace au nouveau système d'exploitation des organisations aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, hype, certainement pas. Je pense qu'on a vraiment la chance de vivre une période extraordinaire de notre existence avec des technologies qui sont arrivées à maturation et qui mettent en fait le plafond de verre dans notre imagination. Le plafond de verre, c'est notre imagination. Moi, j'ai connu une technologie hype, fin des années 90, l'Internet qui a explosé. La raison de l'explosion de la bulle Internet, c'est parce que la technologie n'était pas mature et elle n'a pas réussi à répondre à la promesse qu'elle avait faite. Là, aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, le sujet n'est pas technologique. On sait tout faire. Il n'y a rien qu'on puisse imaginer, qu'on sache réaliser. Et donc, on n'est réellement pas dans du hype, on est réellement dans une transformation, dans une révolution identique à celle qu'on a connue au XIXe siècle avec l'arrivée de la machine à vapeur, au XXe siècle avec l'électricité. Ça veut dire que notre esprit doit aussi être agile et doit changer. On doit réellement se dire, on n'est pas là pour utiliser une technologie pour mieux faire ce qu'on faisait hier, on est là pour utiliser une technologie pour disrupter et faire de manière différente, plus inclusive. Pareil, parce qu'il y a une vraie création de valeur. La création de valeur est une conséquence. À partir du moment où on apporte quelque chose, bah, fatalement, il doit y avoir création de valeur. Hein. Si vous avez une idée, si vous avez un produit, si vous avez un concept et qu'il n'y a pas de valeur au bout, c'est qu'il ne rencontre pas, en fait, ni un marché, ni un besoin. Donc la création de valeur, elle va être là. Par contre, ça va être schumpeterien, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la destruction pour de la création. Pourquoi de la destruction? Parce qu'on va faire de manière différente. Ce qui veut dire que, disons la vérité, des centaines de millions d'emplois vont disparaître dans les années à venir, mais des centaines de millions d'emplois vont aussi apparaître dans les années à venir. Et moi, je fais le pari, et j'ai beaucoup d'optimisme sur le sujet, que le solde net sera positif. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, si on prend les 4 grandes références de technologies qui ont évolutionné, l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, aujourd'hui l'IA, elles ont détruit les emplois, elles en ont créé, et le solde a toujours été positif. Effectivement, il n'y a qu'à se replonger, comme vous l'avez dit, dans toutes ces révolutions qui ont eu lieu. Il y aura destruction, mais pour reconstruire, parce qu'on va faire différemment, et c'est ça le côté disruptive de l'IA. Alors, où est-ce que l'IA, vous pouvez ajouter des choses si vous voulez. Oui, parce qu'à partir du moment où il y a disruption, destruction et création, ça crée des opportunités. Ça crée des opportunités pour qui? Pour ceux qui n'étaient pas à la table du legacy. Donc pour des pays comme la Tunisie ou pour des continents comme l'Afrique, c'est extraordinaire. Ça crée un champ infini d'opportunités qu'il faudra saisir. Excellent. D'ailleurs, pour garder l'image de la table, je la vois cette table du futur, je la vois cette table de création de valeur, et je vois la Tunisie arriver avec une chaise, mettre une chaise autour de cette table et dire bonjour, on vient s'installer avec vous autour de cette table. Et on a le potentiel aujourd'hui, de par notre position stratégique, de par nos points forts, pour jouer dans la cour des grands en matière d'IA, en matière d'infrastructure, en matière de connectivité et en matière de data et de création de valeur autour de cela.
Absolument. Moi, je voyais la Tunisie apporter la table, mais effectivement, on peut avoir une chaise. Donc, soyons plus en... Je pense, moi, ce que j'ai entendu hier, c'était fantastique. Viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Visons la table pour ramener une chaise à la fin. C'est très bien. Le plus important, c'est qu'on y soit. La tête dans les étoiles et puis les pieds bien ancrés par terre. Ce que j'ai entendu ici hier était fantastique. Et ce que j'ai vu en me promenant et en discutant avec toutes les startups qui exposent est aussi extraordinaire. Donc il faut rêver grand parce que le monde est en train de changer. Et quand il change, il y a deux places, celle de l'acteur et celle du spectateur. Et je pense que la Tunisie a tous les atouts pour réellement jouer un rôle d'acteur, c'est-à-dire participer à la construction de ce nouveau monde. Et la construction de ce nouveau monde, ça ne va pas être les technologies. La bataille des technologies, de mon point de vue, est déjà perdue ou elle est déjà passée. Mais cette bataille des technologies n'a de sens que si celle des services, utiliser ces technologies. Et la bataille des services, elle commence. Et sur la bataille des services, la Tunisie a réellement énormément d'atouts à faire valoir pour pouvoir avoir une place de choix. Alors peut-être une chaise au départ et puis une table après. Alors, où est-ce que l'IA crée de la valeur dans une entreprise? Quel est le potentiel aujourd'hui de l'IA? Je sais que c'est assez transversal, je sais que l'entreprise est multiple, enfin qu'il y a différents secteurs, mais d'une manière générale, où est-ce que l'IA peut apporter une vraie valeur ajoutée? Et ensuite, j'aimerais bien rebondir, mais je vais pas... Allez-y, répondez à ça et je vous dirai la suite. Alors, partout, la responsabilité d'une entreprise, c'est d'améliorer son efficacité. L'IA peut améliorer l'efficacité des processus en les revisitant. C'est d'améliorer sa résilience. Et mon résilience aujourd'hui depuis le Covid, depuis les conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient, depuis la déstabilisation mondiale, interpelle. Et la responsabilité d'une entreprise, c'est de savoir se protéger face à des phénomènes qu'elle ne maîtrise pas, donc la résilience. Et puis de l'autre côté, l'innovation. Quand on est au bout de ce qu'on sait faire, eh bien, il faut faire un pas de côté pour faire de manière différente. Et sur ces trois aspects-là, l'intelligence artificielle accélère les processus, accélère la transformation et accélère la création de valeur. Et alors, si le potentiel est si évident que ça, pourquoi on a encore une grande majorité qui est sceptique et qui ne prend pas ça, qui n'est pas en train de faire un scale-up par rapport à l'IA, qui n'est pas en train de prendre tout ça à une autre échelle, en fait, qui hésite encore? Parce qu'en fait, il faut réunir un grand écart. Pardon, mais on fait voter la salle un petit peu rapidement. Qui est dans une entreprise et qui font déjà appel à l'IA ou qui se disent on va mettre l'IA, c'est très important, au cœur de notre stratégie, en levant la main? Ok. Qui ne le fait pas en levant la main? Qui pense encore qu'ils veulent le faire mais ils ne le font pas encore? D'accord. Les autres, je comprends. Et je traduis. Vous êtes qui, les autres? Mal Anton, c'est là. D'accord. C'est les sceptiques, en fait. Ils ne savent même pas s'ils veulent lever la main ou pas. Mais c'est réel, hein. Au contraire, je vous en passe, c'est pour rigoler, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont sceptiques. Ils veulent y aller, ils ne veulent pas y aller. Ils ne savent même pas où il est, en fait. Le problème des sceptiques, c'est qu'ils utilisent l'IA sans savoir qu'ils utilisent l'IA. Alors, on a fait une étude, et on en a parlé hier en France, en marge de l'AIM qui a eu lieu à Marseille la semaine dernière, sur l'impact de l'IA dans la santé. Donc c'est une étude très profonde, 3 mois d'études, et on a interrogé un panel très représentatif de 1500 personnes, moitié patients, moitié professionnels de la santé. Et les 2 premiers chiffres qui ressortent, c'est 85% des médecins utilisent l'IA au quotidien. Par contre, 26% des patients sont à l'aise dans la relation avec leur médecin interférant ou interféré par de l'IA. Quand je dis 85% des médecins utilisent l'IA, aujourd'hui, vous avez des médecins qui sont très sceptiques, et j'en ai dans ma famille, je ne citerai pas ma belle-sœur, mais elle est réfractaire, et pourtant, elle utilise ChatGPT au quotidien pour valider son intuition, pour valider son diagnostic. Mais elle dit, je ne fais pas d'IA. Je dis, si, tu en fais. Donc aujourd'hui, le frein, il est double. Alors, pour moi, la vraie révolution, c'est pas l'IA. L'IA, ça fait 70 ans qu'on en fait, peut-être un petit peu plus. La vraie révolution, c'est l'IA générative. C'est-à-dire l'accélération dont a parlé hier Kelly McGill, cette capacité à pouvoir traiter un nombre de données très importantes en un temps très petit. Quand on dit que la puissance de calcul a été multipliée par 100 000, peut-être que ça ne veut rien dire pour les gens. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Ça veut dire que ce que je faisais en une journée
il y a 20 ans, je peux le calculer en moins d'une seconde aujourd'hui. Et 0,8 secondes, c'est aussi un chiffre magique, c'est le chiffre qui veut dire instantané dans notre esprit. C'est-à-dire que quand je donne une information en moins de 0,8 secondes, on a l'impression qu'elle est instantanée. Donc les paradigmes ont changé. Et ça veut dire qu'on peut réellement poser une question ou faire une investigation, faire tourner des calculateurs, brasser des données de manière très importante et obtenir des réponses en un temps très petit. C'est ça qui va changer la chose. Alors pourquoi ça prend du mal? Et quand on voit l'étude qui est sortie le mois dernier, je crois au MIT, qui disait que 95% des POC ne passent pas à l'échelle, c'est du pain béni pour talent. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils ne passent pas à l'échelle parce que vous devez réfléchir au processus complexe que vous devez contrôler, mais en amont, il faut aussi vérifier que les informations dont vous allez avoir besoin, vous les avez dans le système opérant. Et si à un moment donné, vous réfléchissez au process sans réfléchir aux informations et vous faites une promesse que vous ne savez pas tenir, eh bien on revient fin des années 90, déception, promesse qui n'est pas tenue et on incrimine la technologie. Donc c'est un mode complexe. Et pour rebondir sur la question de POC que vous venez d'évoquer chez Ahmed Yahouas, alors comment sortir justement de ce POC land et avec quel playbook concret pour avoir maximisé le retour sur investissement aujourd'hui? Donc sortir du POC land pour aller vers un playbook plus concret. En se disant que la problématique n'est pas technologique et qu'elle est métier. Elle est métier. Elle est métier et qu'il faut que les métiers sortent de leur zone de confort. Si c'est juste pour automatiser un processus simple, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Si on veut réellement faire de la rupture, il faut qu'on automatise des processus complexes. Les processus complexes, par définition, vu qu'ils sont complexes, ils nécessitent une pluralité dans la discipline. Donc ils nécessitent des compétences diverses. Soit vous les avez sur une seule personne, et effectivement, c'est un génie, c'est génial, mais vous ne passez pas à l'échelle. Soit vous considérez qu'il faut faire un travail d'équipe. Donc pour passer du stade du POC, il faut dès le départ associer le métier avec l'architecte technologique et avec celui qui va réaliser, pour que chacun puisse, le métier rêver, l'architecte technologique dire effectivement on a les bases qui permettront d'atteindre le rêve ou on ne les a pas, et puis celui qui va réaliser, qui va dire je suis confortable pour réaliser ce rêve dans un délai qui est petit, parce que l'intelligence artificielle a apporté aussi une accélération, une instantanéité. Ce qu'on faisait il y a 3 ans aujourd'hui, c'est désuet et c'est pas assez. Donc on veut toujours plus vite et plus haut. En quoi il y a une opportunité pour la Méditerranée? Bon. Là, il faut 1 heure. Ouais, mais on n'a que 2 minutes pour cette question. Alors, si je dois le dire en 2 minutes, c'est des ponts. C'est des ponts. Il est clair qu'aujourd'hui, on doit reconstruire les ponts qui existaient dans l'Antiquité entre les 2 continents, ou les 3 continents, parce que la Méditerranée est au confluent. Est-ce que Médusa est un pont, par exemple? Pardon? Est-ce que Médusa est un pont? Médusa est une excellente infrastructure pour pouvoir construire un pont, absolument, c'est une très bonne avancée. Donc ces ponts-là vont servir à aider ceux qui n'ont pas pris la vague d'avant à récupérer leur retard. Des opportunités pour la Tunisie aujourd'hui, il y en a. Si on considère que la technologie sait tout faire, ça veut dire que c'est l'expertise métier qui va réellement distinguer la qualité et l'efficience du processus. Aujourd'hui, si on regarde ce que l'humanité a comme défi ou challenge devant elle, l'accès à la santé. On parlait des déserts médicaux et on considérait, ou les médecins ont eu peur, que l'IA les remplace. L'IA ne va pas les remplacer. Et elle les remplacerait si on avait trop de médecins, on n'en a pas assez. On est sans arrêt en train de parler de déserts médicaux, et la problématique du désert médical, il existe aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc, problème de la santé, et Mostafa Feghen, il en a parlé très longuement hier. Deuxième problème, l'éducation. On a un continent en Afrique avec 1,5 milliard d'habitants, 2,5 milliards à horizon 2050, 1 milliard de plus. Il va falloir les éduquer. Est-ce qu'on peut les éduquer de manière traditionnelle en multipliant le nombre d'enseignants? Non. Donc fatalement, la technologie va jouer un rôle. Et si on ne le fait pas, si on ne les éduque pas, est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir avoir un avenir dans les pays dans lesquels ils sont nés? La réponse, elle est non. Donc on va avoir un flux d'immigration qui va être immense. Et puis on a une planète aussi avec un vieillissement, une planète avec une durée de vie qui s'accroît, et c'est tant mieux, mais ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux dans cette planète et qu'on a des ressources qui sont limitées. Donc ça veut dire que dans l'agriculture,
il y a réellement une façon nouvelle, différente de faire pour changer la façon dont on se nourrit. C'est sur ces trois défis-là, si je regarde la Tunisie, compétences en médecine reconnues mondialement, compétences en éducation via la technologie reconnue aussi mondialement, puisque tous nos ingénieurs partent non plus qu'en Europe, mais ils partent aussi en Amérique du Nord. Et puis la Tunisie, de manière traditionnelle, c'est un pays agricole. Magon, c'est lui qui a fait le principe de l'agriculture au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ces trois assets-là nous donnent réellement une profondeur au niveau du métier qui fait que la technologie va être super et nous permet d'avoir des verticales dans lesquelles on peut être leader. Et je pense, et je suis convaincu, que l'avenir, si on veut avoir une troisième voie entre la voie américaine où l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la loi du plus fort, c'est le commerce à tout va, le Far West, la voie chinoise où l'utilisation de l'intelligence artificielle est liberticide ou intrusive, on peut avoir une voie médiane qui est plus conforme à nos valeurs, méditerranéennes, européennes et africaines, basée sur le respect, basée sur l'éthique, basée sur l'ouverture, basée sur l'inclusion, basée sur une utilisation d'une technologie pour l'homme, pour l'humain, et puis pour aussi améliorer la planète. Et cette voie-là, je pense que l'Europe toute seule va avoir du mal à l'écrire ou à l'apprendre. L'Afrique, aucune chance. L'Europe et l'Afrique, si elles se réunissent, auront une chance de pouvoir tracer cette troisième voie. Alors, justement, l'Europe et l'Afrique. Alors là, c'est excellent, vous m'emmenez sur l'une des touches finales de cet échange. Ce matin, à la radio avec Karim Beguir, je donnais l'exemple que la Méditerranée serait une sorte de double fiche. Donc, entre justement deux magnifiques continents, deux magnifiques espaces qui ont besoin l'un de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pas pour dire la Tunisie, on va dire que c'est la Méditerranée qui a cet espace géostratégique super important, super intéressant, que j'ai qualifié par un truc classique, double fiche. Et donc, pour reprendre l'exemple du tel de Hazem Begues il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas, on peut avoir des exemples terre à terre comme cela. Et donc, si on rate la double fiche, si elle joue pas son rôle, si on n'arrive pas à la mettre pour plugger des deux côtés, qu'est-ce qu'on perd? Voilà, j'inverse la question. C'est pas pour parler, qu'est-ce qu'on gagne? On perd une opportunité formidable d'être acteur de son destin et on sera un suiveur et on fera ce que les autres ont décidé à notre place. Voilà ce qu'on perd. Et moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y a réellement la place pour se battre et pour se dire j'ai envie de faire valoir ma vision, mes valeurs et d'être acteur de mon destin. Donc ce qu'on perd, c'est de ne plus être acteur de son destin. Qu'est-ce qu'on gagne? Être acteur de son destin et être libre. Amazir, on parlait d'Afrique, c'est le nom antique de la Tunisie, Afrique. On parle du peuple berbère, c'est le peuple amazir, c'est le peuple libre. Donc il faut garder cette liberté, il faut garder cette capacité à inventer ou à réinventer selon ses valeurs, selon ses traditions, selon ses convictions. Donc c'est ça qu'on risque de perdre et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Comment, deux petites questions pour terminer, comment engager la transformation? Comment aujourd'hui engager la transformation? Et faire que l'IA soit une priorité? Si on est d'accord, bien évidemment, c'est peut-être pas une priorité, c'est peut-être même quelque chose qui fait peur à certains. Et puis, quelles seraient les trois verticales prioritaires, les trois verticales sectorielles prioritaires pour cette région et pour le pays là où on se retrouve, mais restant sur la Méditerranée? Je pense que dans les discussions qu'on a eues, que j'ai eues hier en aparté avec Madame l'ambassadrice de la Méditerranée, et qu'on a aussi avec nos clients, avec les grands dirigeants d'entreprise, si on ne prend pas conscience que cette technologie-là est une technologie de rupture, c'est-à-dire qu'elle autorise à faire de manière différente, on ne va pas être dans la bonne voie. Ça veut dire que si on regarde la relation entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique, utiliser l'intelligence artificielle uniquement pour fluidifier une relation déjà existante ne nous permettra pas d'atteindre des objectifs ambitieux. Se dire que l'intelligence artificielle peut être un catalyseur pour renverser la table, c'est pour ça que je pense qu'on n'apporte pas une chaise, on apporte une nouvelle table. Pour renverser la table et pour réellement construire une relation différente, gagnant-gagnant, c'est ça que l'intelligence artificielle peut faire. C'est un catalyseur, l'intelligence artificielle. Elle est là, elle est opérationnelle, elle peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut lui dire ce qu'on a envie de faire.
Et donc, lui dire ce qu'on a envie de faire, c'est se dessiner une vision commune, se dessiner une stratégie, se dessiner des objectifs, et puis mettre en place les milestones qui permettent d'y aller, c'est étape par étape. Merci beaucoup, Mehdi Hawass, on peut l'applaudir. Merci. Je n'en attendais pas, moi, en tout cas, de cet échange. Bien sûr, il reste ici, il est encore là avec vous. Bravo pour tout ce que vous faites. Je ne vais pas revenir sur ce que disait le ministre de la Santé hier. Donc, il a été clair sur l'apport de talent et tout ce qui est en train d'être fait par Talent, par ISADIP et par d'autres. Ceux qui sont intéressés, qui veulent échanger avec lui, restent encore un petit peu ici. Donc, on va vous permettre d'en discuter un petit peu plus avec lui. Voilà. Merci encore une fois, Monsieur Mehdi Hawass.